Salut à toi, moi c'est Louane. Je suis ravie que tu aies cliqué sur cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, je partage mes expériences et je m'essaie à la vidéo. Mais dans cette série, je t'emmène avec moi dans mon tout premier voyage en solitaire dans le sud de l'Espagne. Si tu n'as pas vu les 2 vidéos précédentes, je te conseille vraiment d'aller les voir pour comprendre toute cette aventure et le contexte de mon départ. Maintenant, place au vlog numéro 2, à la découverte des spécialités culinaires dans le sud de l'Espagne. On s'était laissé dans la voiture de José Luis, en direction de Ricote, pour partir à la rencontre de nouvelles personnes. Après presque 8 heures de route, me voilà arrivé chez Dori et Chema. Ricote est un petit village de moins de 1500 habitants. C'est donc un grand changement. Je passe de la ville à la campagne. La maison de mes 2 hôtes est magnifique. C'est Chema qui a réalisé la quasi-totalité des travaux à sa manière, avec des matériaux de récupération. C'est un lieu atypique mais surtout très chaleureux, et ce sont des gens très généreux qui me mettent à l'aise très vite. Dori cuisine beaucoup, alors dès le premier soir, après avoir ramassé les légumes dans le jardin, on se met au travail. Au menu de ce soir, sarangoyo et morcilla de verano, 2 recettes typiques de la région de Murcia. Pour le sarangoyo, il faut d'abord couper en morceaux patates et oignons et faire revenir dans une poêle. Lorsque cela commence à cuire un peu, tu ajoutes les courgettes coupées et tu fais cuire jusqu'à ce que tu obtiennes une consistance de purée. Alors enfin, tu ajoutes les œufs et tu cuis le tout comme une omelette. C'est déjà prêt à servir. Si jamais les recettes de Dori t'intéressent, je mets tout ça en description, n'hésite pas à les refaire à la maison. Nous avons dégusté ces délicieux repas avec la famille et une amie de mes hôtes. Cette soirée me permet d'adapter mon jugement. Depuis le départ, j'explique que les Espagnols préfèrent retrouver les amis dans les bars, car c'est ce que j'ai constaté avec Alba à Nerja et Sophie à Algarrobo Pueblo par exemple. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. Je pense que cette habitude dépend de plusieurs facteurs. Dans un premier lieu, l'âge de la personne, mais aussi son lieu de vie, en fonction de s'il vit à la campagne ou à la ville. Mais aussi des expériences réalisées au cours de sa vie, comme des voyages par exemple. On ne peut donc pas réaliser un unique portrait d'une région. Chacun a son vécu et se crée ses habitudes de consommation en fonction de celle-ci. Ce lieu est vraiment apaisant. Je me pose face à la montagne, infusion à la main pour discuter de la vie avec Chema. C'est réellement un moment précieux pour moi. Puis, nous nous rendons en ville à vélo pour faire quelques courses et rencontrer un ami cuisinier pour lui demander une interview avant de rentrer à la maison. Cette fois-ci, c'est Chema au fourneau. On réalise un gazpacho murciano. Les ingrédients sont les mêmes que pour un gazpacho ordinaire, sauf qu'on ne les mixe pas et on les coupe en petits morceaux. On réalise aussi du pain, puis quand la pâte lève, il se met à réaliser el arroz con verduras, qui signifie le riz avec des légumes. La technique personnelle de Chema, c'est de précuire chaque légume un à un, car comme il l'explique lui-même, par la suite, Dori vient assaisonner en ajoutant de l'ail, du thym, du sel et du poivre. Pendant que tout ça cuit, je me rends donc dans le village à nouveau pour discuter avec le chef du restaurant El Sordo. Vous allez le voir, nous avons pu échanger sur des thématiques très intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre la gastronomie de Murcia. Háblame un poquito de ti y de tu carrera, no sé, todo eso. Esto lo empezó mi abuelo en el año 1917. Qué bien. Yo comencé con la responsabilidad de llevar para adelante la herencia que me dieron mi padre y abuelo en el año 1986. Desde entonces hasta hoy soy yo el responsable máximo de este negocio. Y aquí nos llegan diariamente clientes de muchos kilómetros que vienen a posta a comer aquí. La especialidad un poco son las carnes, aunque también tocamos mariscos y pescados, pero lo principal es la carne, porque estamos en un pueblo del interior, y un pueblo rodeado de montañas. Entonces, para que un poco el restaurante, la carta, que plasme las características de nuestro entorno. Y todo eso lo combinamos con innovaciones, y esa es la parte, digamos, innovadora, la parte moderna, que la casamos con nuestra tradición, la tradición que hemos heredado de los recetarios antiquísimos. Y luego, aparte de eso, nosotros hemos hecho una labor de recuperación de recetas antiguas, de todas las influencias que han tenido en nuestro país, de la gente que ha venido de otros países. Hemos recopilado recetas. Y eso es muy bonito porque eso se llama arqueología culinaria, recuperar recetas de hace 500, 1000, 2000 años. Eso es una de nuestras labores principales. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de la cocina de Murcia primero y después de Vale. De Murcia los ingredientes principales son los productos de la huerta, productos del mar
y también tenemos productos del monte y de la montaña. Pero no son productos de la cocina murciana huertana solamente, porque Murcia tiene una amplitud gastronómica muy grande, tiene la costa, la huerta y la montaña. Entiendo. Nosotros estamos ubicados en la montaña, pero con huertas antiquísimas, huertas muy viejas, que nos dan sus productos. Aquí en medio de estas montañas agrestes y duras, hay huertos de cítricos, huertos de frutas, huertos fértiles, y toda esa combinación la trasladamos a nuestra carta. Qué bien. Pero nosotros aquí en nuestra carta, en el sordo, ¿qué ingredientes son los que, digamos, como el cimiento que sujeta la obra del restaurante Sordo? Los ajos, la ñora y el limón. Esos tres productos. ¿Qué es el segundo? Ajo, ñora. Las ñoras son los pimientos secos murcianos. Ah, sí. Bien, por esos tres productos son los que forman parte de una gran mayoría de nuestros platos aquí. Porque son los productos más cerca de vosotros. Más cercanos a nosotros, son los que mejor plasman o trasladan al cliente mi propia personalidad. Si tú vas a un restaurante, quieres encontrarte que el cocinero hace que su personalidad se note. Sí, por supuesto. Entonces, lo que yo trato de clientes es que comprueben que aquí hay una personalidad que yo quiero trasladar a los platos. Y a los clientes les puede gustar o no. Sí, bien. Pero no puedo cambiar. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo hacen aquí para reinventar la cocina antigua y típica de aquí? Para trasladarlo a una receta nos cuesta que hacer muchas pruebas, no es fácil. Y luego los ingredientes. Hay ingredientes que encontramos en los libros antiguos que hoy día no existen esos ingredientes. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional para recuperar y reinventar esos ingredientes. Por ejemplo, hay una receta que nosotros estamos haciendo que se llama gallina jalajal. El almorí es el ingrediente principal de esa receta que hemos hablado de la cocina murciana medieval. ¿Y qué es el almorí? Hoy en día no existe, no se sabe lo que es el almorí. Hubo que empezar a investigar para ver cómo conseguíamos hacer el almorí. Es un potenciador de sabor que se utilizaba en esa cocina medieval, un potenciador de sabor como era el garum de los romanos. No sé si sabes lo que es el garum. No. El garum es un potenciador de sabor que en la época romana se hacía con tripas y desechos de pescado. Todo eso se trituraba y se sacaba un jugo. Ese jugo se fermentaba, pero luego al final se endurecía al sol y se hacía como una pastilla de turrón, porque no hagamos ni idea. Sí, y eso, cuando se endurecía, coge un trozo y lo añade a la sopa o al guiso. Bien, y el almorí es una cosa parecida, es un potenciador de sabor, pero no se hace con pescado. Se hace tostando harina de cebada con miel y luego se le añaden cilantro y alcarabea. Son especias. Se amasa como si fuera un pan, se pone en un molde y se tiene que dejar secarse al sol 3 semanas. Durante el día se saca al sol, por la noche se mete a casa. Al día siguiente se vuelve a sacar al sol y se va endureciendo. Y se hace también pues, duro, como una pastilla de turrón. Pues eso es el almorí que nosotros añadimos a la gallina jalajal para potenciar su sabor. Bien, es un ejemplo. Con gallina, vinagre y otras especies, pero para potenciar ese sabor auténtico le añadimos un trozo de ese tipo de ave creme que se llama almorí. Sí, entiendo. ¿Vale? La receta la tienes conservada para las futuras generaciones. Hemos recuperado una cosa que estaba desaparecida. Por eso te digo arqueología gastronómica. Bueno, me preguntas que cómo hicimos nosotros para conseguir que tanta cantidad de clientes de lejos de aquí, que tienen que hacer un montón de kilómetros, vienen a este restaurante. Esto fue bien pensado y bien programado a principios de la década de los 80. Yo sabía que en este pueblo pequeño yo no podía evolucionar en el campo de la gastronomía, digamos, podía ser un bar más, un bar de pueblo, pero yo quería algo más, ¿no? Entonces visité durante los principios de los años 80 pues un montón de restaurantes de la provincia de Murcia, de los mejores restaurantes, y de España prácticamente, y de otros países también. Pero me fijé sobre todo en los restaurantes de Murcia, y yo veía sus cartas. Y yo hice mi carta comprobando que los platos que yo iba a meter en la carta no estaban en ningún restaurante de Murcia. Y los guisos que no estaban en los restaurantes de Murcia, yo hice. ¿Para qué? Para tener cosas diferentes. Ya no tuvimos necesidad de hacer nunca más propaganda, porque la gente, los clientes, pusieron en práctica el boca a boca. Sí. El boca a boca, que es de hablar y hablar bien de estos restaurantes, y por eso todos venían, y ya al poco tiempo ya nuestro restaurante se llenaba de gente completamente. Eso es muy interesante, que el producto sea bueno, es lo principal. Si el producto es un producto mediocre, no vamos a tener resultados nunca, pero si buscamos los mejores productos, los productos más frescos, siempre vamos a tener éxito si los elaboramos bien. Y al final es un buen producto y una buena honradez y un respeto a nuestros antepasados y a las recetas que ellos nos transmitieron
que es cultura, la cultura que hemos heredado y que nosotros tenemos la obligación de legarla a las futuras generaciones. Muchas gracias para todo. En ce jour 13, nous nous rendons au marché pour acheter quelques fruits et légumes, puis chez le poissonnier, lui aussi ami de Dori et Chema, qui me présente plein de produits étranges. Il s'appelle los salazones, qui signifie les salaisons. C'est une manière de conserver le poisson utilisé depuis bien longtemps. Une première série d'aliments qui ressemblent à la viande séchée mais qui sont en fait des œufs de poisson. Mujol, bonito, maruca. Ils sont d'abord salés pour retirer toute l'eau contenue, puis séchés à l'aide d'un séchoir. J'avoue ne pas être trop fan, la saveur est très forte et salée. Je goûte également la mojama. C'est une préparation typique de Murcia réalisée avec du thon. Et enfin, le bonito con sal, que l'on déguste une fois rentré à la maison avec des tomates qui adoucissent le côté salé du poisson. Aquí se dice gambas. Gambas, sí. Après un bon repas et quelques crevettes plus tard, on se met à réaliser de la sangria. Comme beaucoup de recettes que je vous présente dans cette mini-série, je connais pas les quantités exactes, c'est de la cuisine faite maison. No hay mucho alcohol. On déguste cette délicieuse sangria le soir, en guise de dessert puisque l'on vient manger les fruits. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour aux côtés de Dori et Chema. Pour l'occasion, la belle-sœur de Chema m'apprend à réaliser la migas. Migas signifie miette de pain. Traditionnellement, ce plat était réalisé avec les restes de pain rassis. On venait les humidifier pour les faire griller avec un peu d'huile. C'est une recette qui a été créée par des populations modestes pour se nourrir. Puis, ils ont inventé la migas de harina, une farine qui reproduit cette même texture, et c'est celle-ci que nous préparons pour le repas de ce midi. Tout comme la paella, cette recette possède sa propre casserole et l'outil qui l'accompagne. Dori m'explique que c'est un plat qui se prépare habituellement en hiver, car il réchauffe le corps et le cœur. Mais aujourd'hui, malgré les 35 degrés, spécialement pour nous, la belle-sœur de Dori nous prépare la migas. Enfin, on déguste le tout avec des sardines grillées, du raisin et une bonne salade pour de la fraîcheur. Une petite sieste et je repars déjà en direction d'Aguilas. Je retrouve Maria del Mar au bar Rincón Los Casucos. C'est un lieu très atypique créé entièrement par le grand-père et qui reste une affaire familiale. C'est notamment lui qui a réalisé toutes ces magnifiques mosaïques qui jonchent le sol et les murs. Puis, nous sommes retournés sur la baie pour admirer le feu d'artifice. Car oui, le 15 août est une fête nationale espagnole, traditionnellement religieuse même si de nos jours, les Espagnols fêtent principalement le soleil et l'été. Maintenant que j'ai mangé ces bonnes tartines, parlons d'Aguilas. Située dans la région de Murcia, cette jolie ville portuaire attire pour ses nombreuses plages et son climat méditerranéen. On y consomme, en toute logique, beaucoup de produits provenant de la mer. Les montagnes aux alentours offrent des paysages magnifiques, surplombés par le Castillo de San Juan de las Aguilas, construit en 1579. La montagne, la mer, les vallons, les zones forestières ou encore les zones urbaines permettent le développement d'une faune et flore très variée et intéressante à étudier. Après cette jolie visite, nous retournons dans le restaurant de la veille pour déguster les fameuses marineras murcianas. La recette est simple. Une délicieuse ensaladilla rusa déposée à la minute sur un biscuit craquant avec pour terminer un anchois sur le dessus. C'est l'une des grandes spécialités que l'on retrouve dans tous les bars à tapas dans la région de Murcia. En soirée, je retourne me balader et trouve beaucoup de similitudes entre ces paysages et la ville des Sables d'Olonne. Comme si un petit bout de chez moi m'avait suivi. Enfin, je rencontre Pepa, une amie de Maria del Mar, chez qui je vais passer quelques jours. Après une balade matinale, un peu de travail et une sortie à la plage avec Manuela, la fille de Pepa,
Je vous propose de découvrir de nouvelles spécialités dans le Chiringuito Delicias. On commence par goûter las tortillitas de camarones. C'est un plat né de la fusion de la culture espagnole et italienne. Bien qu'il soit d'abord originaire de la région de Cadix, cette galette de petites crevettes s'est peu à peu étendue dans toute l'Andalousie. Ensuite, je découvre la morcilla, l'équivalent du boudin noir français avec des épices en plus. On termine avec d'énormes tartines de sobrasada avec du fromage. La sobrasada, de son nom français, se rapproche des saveurs du chorizo, mais est bien plus souvent consommée avec du pain, par exemple, car elle possède une texture bien plus molle qui permet de la tartiner. Ce jour 17 est un peu plus calme et me permet de me poser des questions sur mon voyage. Ainsi, je prends un peu de recul. Malgré tous ces plats espagnols, andalous, typiques, découverts pendant ces 2 semaines de voyage, je pense qu'il est important de souligner que même si je me retrouve en Espagne, au final, les familles ne mangent pas toujours des spécialités et des plats complexes. Il reste des familles, et parfois très nombreuses. Alors ils mangent à l'occidental et on retrouve au menu des plats tels que le riz cantonais, les cordons bleus, les restes et les pizzas. Car oui, il y a toujours un jour où on a la flemme. Mon grand objectif du jour est de trouver une carte postale pour l'envoyer à l'association Zelidja. Pour cela, j'arpente les rues d'Aguilas à la recherche d'une papeterie ou autre. Au hasard des chemins, je tombe sur une jolie place appelée Plaza de España. Puis, je poursuis ma route. Je fais une première boutique, rien. Une deuxième, toujours rien. Après de nombreux essais, je trouve enfin une carte dans un tabac. Sur la route du retour, je passe par hasard devant la boulangerie Francisco José. D'après de nombreux habitants, c'est l'une des boulangeries les plus authentiques d'Aguilas. Je me dois donc d'y faire un arrêt. L'étalage de pâtisserie est bien fourni à côté de 3-4 baguettes qui se battent en duel. On me conseille de goûter la tortada murciana. Il ne me reste plus qu'à rentrer à la maison et à mettre ça au frais. En soirée, on réalise las tostadas catalanas. La recette est super simple, donc je te la partage. Premièrement, râpe tes tomates. Viens les assaisonner avec de l'huile d'olive, du poivre et du sel et fais griller ton pain. Il ne te reste plus qu'à tartiner ta préparation et à ajouter le jambon. Facile, non ? Il existe aussi une version avec de l'aïoli et du jambon blanc que l'on fait griller. Et comme chaque soir chez Peppa, voilà la table bien remplie. Dios, madre mía, qué fecha agosto. ¿Te gusta? Sí, está muy bueno, ¿no? A mí no. ¿Por qué no te gusta? No me gusta ese tipo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Ce matin, me voilà à nouveau en balade. Objectif, monter jusqu'au château de San Juan de las Aguilas. Il faut grimper, grimper, grimper jusqu'au sommet de la colline pour enfin profiter de la belle vue qu'offre le château. C'est un emplacement stratégique qui permet de surplomber toute la ville mais aussi de conserver un horizon dégagé sur la mer pour, à l'époque, prévenir d'éventuelles attaques. Je découvre la vie des soldats à l'époque. J'ai évidemment bien observé la cuisine dans laquelle j'ai pu trouver la fameuse casserole servant à la réalisation de la migas. Pour le goûter, je teste la breva de chocolate. C'est un chou à la crème imbibé, puis recouvert de chocolat, qui est très consommé à Aguilas. En soirée, je rencontre Juana et sa famille chez qui je vais passer les 5 prochains jours. Ils vivent dans un grand quartier près du moulin de la Sagrera. Je discute avec elle. Muy bien, muy chulo, las cosas, muy bonito, parece. Puis c'est déjà l'heure de dormir. Je commence la journée avec une petite séance de sport au lever de soleil. Puis, je vais découvrir l'une des habitudes de Juana. Chaque week-end, elle va manger son petit déjeuner dans un bar. C'est son moment, dit-elle, où elle met les pieds sous la table. Au menu, comme d'habitude, une tartine et de la tomate. Je rencontre ensuite Marcela, la fille de Juana, qui m'emmène sur les toits d'Aguilas. Que vemos muy bien. Pour le repas du soir, Juana nous prépare sa version de la tortilla de patata. Une bonne preuve que malgré des spécialités communes, chaque famille a sa manière de la préparer.
Nous sommes un dimanche matin, alors toute la petite famille se rend à Purias, une ville située à un peu moins de 30 minutes d'Aguilas, pour prendre un petit déjeuner. Je pense sincèrement que cet exemple montre l'attention particulière portée à ce repas. Sur la table sont disposées des serviettes, mais surtout une bouteille d'huile d'olive. Cet élément est particulièrement important dans la cuisine espagnole. On le retrouve dans presque tous les plats. Si bien que, accrochez-vous, comme nous possédons des poubelles à verre ou encore à papier, les Espagnols possèdent une poubelle publique à huile, que l'on retrouve dans presque toutes les villes et villages. Chacun commande sa tostadas. Voici ma tartine. Après cela, nous nous rendons au marché, l'occasion pour moi de découvrir de nouveaux produits. À midi, Juana décide de vous présenter sa recette des canelonis. En francés se dice crema. Sí. La crème. La crème. La crème de la crème. La crème de la crème. ¿Sabes? Es lo mejor. Eso. Ahora la he hecho ¿Eso por qué ahí. es? ¿Mantequilla? Sí, claro, Ah. para que no se pegue. Sí, lógico. Y ahora le va echando por aquí encima y que... Claro, vas cubriendo. Ya verás cómo te va a gustar. Y esto es queso cheddar, Cheddar, sí. para que haga más... Sí, mejor. Con Claro. mucho queso. Claro. Me gusta el queso, soy francesa. Y a mí Y también. yo a mí El queso me encanta. también me gusta mucho el queso. Mi marido compra las barras esas grandes Ajá. y no es ni un día. Al día siguiente, al día siguiente ya no. Tienes que venir en Francia para comer queso. ¿Ves? Cuanto más fuerte, mejor, más bueno está. Y ahora le vamos echando por encima, así. Muy bien. Bon, désolé, je suis tête en l'air, vous aurez pas de photos ou de vidéos de ces canelonis, mais sachez qu'ils étaient délicieux. Plus tard dans la soirée, rebelote, Juana me prépare sa version du bocadillo. De pavos. ¿Eso es pavo? Oui. ¿Qué más? Lechuga, Lechuguica, tomate. tomatico, Al final de las palabras siempre ico, Ico. hicimo. tomatico, pechuguica. Y entonces se echa un poquito de mayonesa. Mayonesa. Claro, un poquito. ¿No te gusta? Sí, me gusta. Vale. Y ya está. Y entonces su lechuguica así. El bocadillo español. Muy bien, gracias. On va manger le bocadillo de Juana. Pendant le repas, on échange sur différentes thématiques. C'est très différent du pain français parce qu'il est hyper mou. Enfin, c'est du pain blanc un peu basique. Mais eux, ici, c'est comme ça qu'ils l'aiment. Contrairement à ce que je croyais, ils mangent beaucoup de pain. Esa es bebida de horchata de chufa de Valencia. ¿De Valencia? Esto es ¿Viene de Valencia? Sí, esto es valenciano. Y aquí solo vos gustáis el pan blanco. Y en Francia dice que hay más variedad. Es que en Francia el pan es más, ¿se dice crujiente? Crujiente, Aquí más. más suave. Esto es lo que nosotros comemos durante la semana. ¿Quieres cocinar? Exactamente. Así no te complica la vida. Y el martes, para comer, vamos a hacer una ensaladilla. Une ensaladilla russa. Malheureusement pour vous, cet épisode est déjà terminé. Il faudra attendre le suivant pour connaître la fameuse recette de la ensaladilla russa. Encore une fois, c'était un grand plaisir de se faire ce montage, même si je le fais un peu plus tard que l'épisode précédent. Ça me rappelle à chaque fois plein de souvenirs et franchement, ça met trop le smile. Il y a encore un autre épisode qui sortira, je sais pas encore la date, mais le plus vite possible, comme toujours. Le dernier épisode traitera donc des derniers jours à Aguilas et de la fin de mon voyage à Séville, en espérant que ça vous plaise aussi. N'hésitez pas à lâcher un petit like en bas, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresserait que je fasse une vidéo où j'explique vraiment l'organisation de mon voyage et parler de l'association peut-être un peu plus précisément. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et cette vidéo pourra sortir à la suite des autres pour clore un peu cette série sur mon voyage en Espagne. Je me permets de faire une petite parenthèse, si jamais t'as pas vu, j'ai fait donc un podcast avec Marco de Bourlinguer Podcast et j'ai participé à l'émission radio de Radio Gifre. Tout est disponible dans mon Instagram, donc Louane en vadrouille, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Merci d'avance pour ton soutien. Salut!